Bienvenue à tous. On poursuit notre étude du langage Python et cette fois-ci j'aimerais vous parler des mots-clés if, elif et else. Alors vous pourriez me dire, ça fait un petit moment déjà qu'on les utilise. C'est vrai, hein, on a plusieurs fois utilisé par exemple l'instruction if. Néanmoins, je voulais revenir sur tous les cas possibles d'utilisation de ces mots-clés, ou enfin presque tous. Donc pour commencer tout ça, le mieux c'est de reprendre notre atelier de développement PyCharm et de commencer par un premier exemple simple, à savoir l'utilisation de l'instruction if. Alors regardez, on va prendre un scénario assez basique, hein. On va imaginer, on veut faire quelque chose qui se comporte comme un shell, comme ici. D'accord ? Vous avez un prompt, vous saisissez une commande, à partir de là, vous avez la commande qui s'exécute. Ici, regardez, je fais un CD public. Bon, je suis descendu dans un sous-dossier, je peux éventuellement redemander le listing de ce dossier-là. Bon, il s'avère qu'il n'y a rien, c'est pas très grave. À partir de là, si jamais je refais un CD point, je remonte dans le dossier parent. Voilà, et puis si je fais exit, pourquoi pas, je sors de mon shell. Donc voilà notre scénario pour tester cette instruction if. Donc du coup, on y va. Allez, pourquoi pas, on peut commencer par afficher déjà un petit message de bienvenue. Welcome to SuperShell, pourquoi pas. Voilà, c'est notre première version. Parfait. À partir de là, on est d'accord. On va demander la saisie de plusieurs commandes jusqu'à taper exit. Donc on va commencer par définir un booléen. Is running. Par défaut, on est en train de s'exécuter. Donc oui, ça tourne. Tant que notre booléen est vrai, on va faire des saisies au clavier. D'accord, donc du coup, ma commande est égale, et puis là, veuillez saisir une commande. Pourquoi pas? Et puis maintenant, il va falloir tester tous les cas possibles. If. Je vais commencer par le cas le plus simple, c'est déjà si on a tapé exit. Dans ce cas-là, c'est clair, on doit arrêter la boucle, donc on passe notre variable isRunning à false, ce qui devrait normalement nous amener à sortir du while. On pourra, en sortie du while, faire un print bye-bye, pourquoi pas, pour vérifier qu'on a bien quitté le programme. Donc ça, c'est simple. Maintenant, quand vous utilisez une instruction if, on peut avoir d'autres cas. D'accord ? Si les autres cas ont eux aussi besoin de faire des tests, vous pouvez utiliser le mot-clé elif. Et là, je vais pouvoir demander si cmd est égal à pourquoi pas ls. Ou si cmd est égal à dire. Ça, c'est pour faire plaisir à la fois aux Linuxiens ou aux Windowsiens, comme ça, chacun y trouvera son bonheur. Là, la question, c'est comment je liste le contenu du dossier courant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un TP précédent, je vous avais montré l'utilisation du module OS. Ce module fournit notamment une méthode qui s'appelle listdir. Regardez, files égale os.listdir, et je demande à voir le contenu du dossier courant. À partir de là, je vais scanner chacune des entrées de ma collection. Je vais les appeler files et tour à tour, je vais afficher le nom de mes fichiers. Normalement, avec ça, il ne devrait pas y avoir de souci. On devrait être capable d'afficher le contenu du dossier courant. On va faire une dernière commande. La dernière commande, c'est si cmd commence par cd espace. Dans ce cas-là, on demande à faire la saisie d'un changement de dossier, et derrière, on devrait avoir le nom du dossier dans lequel on veut aller. Ici, je peux faire si cmd, et là, je vais utiliser la syntaxe crochet pour récupérer une sous-liste. Si je fais de 0 à 3, n'oubliez pas que l'indice de fin est exclusif, donc je vais sortir ici 3 caractères, d'accord ? Et si ces 3 caractères sont égaux à cd blanc, c'est qu'a priori, je cherche à faire un changement de dossier. Dans ce cas-là, sachez que le module OS fournit aussi la méthode chdir. Je lui passe la fin de la liste. Normalement, je dois avoir changé de dossier. On va vérifier ça dans quelques instants. Et puis, on va faire une dernière partie dans notre if. On peut faire un else. C'est tous les autres cas. Dans tous les autres cas, on affichera un petit message d'erreur. Comme quoi, la commande qu'on a saisie est inconnue.
Pourquoi pas? Bon, ben, je relis mon programme et ça a l'air d'être pas mal, hein. Notez qu'on a la petite coche verte, donc tout va bien. La PEP 8 est parfaitement respectée, il n'y a pas de warning particulier. Donc ben, je vais faire un petit test, hein. Ah oui, non, ben, il y avait quand même un petit souci. Autant pour moi, ici, j'ai oublié le input. J'avais mis le prompt, mais j'avais pas demandé la saisie. Autant pour moi, ça devrait aller mieux. Depuis le début, vous deviez vous dire, tiens, c'est bizarre. Bon, ben, vous aviez raison. Bon, ben, voyez, veuillez saisir une commande. Ben, je vais taper Toto. Bon, ben, il me dit que la commande est inconnue. Donc, a priori, notre dernier cas, le else, a l'air de fonctionner correctement. Maintenant, je vais taper un ls. Bon, ben, il semblerait bien qu'on soit en train de lister le contenu du dossier dans lequel on est, hein, tout va bien. Si je fais un dir, ben, notez que ça marche aussi. Et si je fais un cd point point, bon, ben, a priori, je suis remonté d'un cran dans ma structure de dossier. Là, je suis redescendu, donc il semblerait que notre CD fonctionne correctement. Et puis, bien entendu, si on tape Exit, bon, ben, on est sorti du programme. Bon, ben, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste revisiter au moins une de mes lignes de code là pour vous montrer une autre alternative. Je voudrais reprendre ce elif. Dans les tutos précédents, là, on avait pas mal parlé des collections et notamment des tuples ou des listes, pourquoi pas. Ben, là, je pourrais travailler différemment. Je pourrais dire si CMD, il est in une collection. D'accord? Et là, je pourrais mettre soit un tuple, soit une liste à votre convenance. Et donc ici, ben, je mets toutes les commandes que je peux supporter, tous les alias, pour pouvoir faire cette opération-là. Bon, ben ça, normalement, ça devrait marcher à l'identique, hein. Je vais juste revérifier de ne pas avoir fait de bêtises, mais regardez, je tape Toto, bon, ben ça marche toujours comme avant, la commande est inconnue. Je tape ls, ça fonctionne bien. Je tape dir, ça fonctionne aussi. Je sors du programme, on est sorti du programme. Donc ben voilà, là on a une instruction if un petit peu subtile avec quelques cas qui ont été testés et puis dans tous les autres cas, ben voilà ce que je fais. Bon, vous n'oubliez pas, hein, le if, il n'y a pas d'obligation à avoir toutes les branches que je viens de proposer. On peut avoir un if else tout simplement. Je peux aussi avoir un if tout seul, hein, qui fonctionnerait sans aucun problème. Regardez, là je rajoute des babioles derrière, mais imaginons j'ai une liste, je vais l'appeler data, qui vaut 10,20. Bah ici, je peux faire if len de data, si c'est supérieur à 0, bah pourquoi pas, je peux faire un print, il y a des données. Voilà, et puis pourquoi pas, je fais un else, print, il n'y a pas de données. Bon, ben regardez, si je lance ce code-là, bon là je tape exit directement, bon ben il y a bien des données, hein. Donc là il n'y a pas de elif, il n'y a pas d'obligation à avoir le elif, et dans le même ordre d'idée, ben, il n'y a pas d'obligation à avoir de else non plus, hein. Je peux avoir simplement un if qui va juste vérifier une condition et faire quelque chose si cette condition est vraie. Bon ben du coup il y a bien des données, tout marche bien. Allez, je vous montre juste une petite chose que je fais souvent quand je suis en mode interactif. Quand je suis en mode interactif, ici, des fois, je fais des conditions où je mets la chose à exécuter directement derrière. Ça marche à la condition sine qua non de n'avoir qu'une seule et unique chose à réaliser. C'est mon cas, je voulais juste faire un print. Regardez, je lance ça. Voilà, bon ben tout marche bien et il me dit bien qu'il y a des données. Alors pour autant, on a un warning, hein. Vous avez vu, là, j'ai plus la coche verte, d'accord? Il y a un petit warning. Il vous dit quoi? Il vous dit que la PEP 8, vous vous rappelez les fameuses conventions de codage pour avoir un style de codage propre et compatible Python. Normalement, je ne devrais pas trop faire ça. C'est pas recommandé pour la lisibilité. On trouve que c'est mieux de forcer le retour à la ligne juste après la condition. D'accord? Regardez, là, j'ai remis la chose. Bon, du coup, le programme est parfait, on a la petite coche verte, tout va bien. Bon, ça c'est un petit peu tous les cas d'utilisation de l'instruction if, d'accord? L'instruction if, c'est elle qui nous permet de tester différentes conditions. Je vous rappelle qu'une instruction, c'est censé exécuter un certain nombre d'actions. Voilà, là c'est ce que je fais. En fonction de ce que je fais, j'exécute telle ou telle action selon la branche considérée.
Alors pourquoi je reviens sur ce terme d'instruction? Parce qu'il s'avère qu'au niveau de Python, on peut utiliser les mots-clés if et else dans d'autres contextes. Regardez, je vais quitter ce programme-là, je vais copier ce fichier, je vais l'appeler ifsample2, et on va partir sur un autre scénario. Allez, imaginons, je vais jouer avec des valeurs aléatoires, donc from random, je vais importer randint. Vous vous en souvenez, on l'a déjà utilisé à de multiples reprises dans les précédents tutos. La fonction randint permet de calculer une valeur aléatoire comprise entre deux bornes. Cette fois-ci, les deux bornes sont inclusives, donc la borne de fin peut être considérée. Donc pourquoi pas, je fais un value égale randint, et je veux une valeur entre 0 et 9, pourquoi pas. 9 comprises. Et après, je pourrais imaginer faire un if value. Si c'est inférieur à 5, je fais message égale petite valeur. Je vais y arriver, impeccable. Else, je vais dire message égale grande valeur. Pourquoi pas au final, je fais un print de mon message. Alors là, je ne sais pas où vous en êtes, mais il y a peut-être des gens qui se posent des questions là quant à la cohérence de mon programme. Notamment si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait du C, du C++ ou du Java par exemple. Dans ces langages, il faut savoir que quand on déclare une variable, la variable existe jusqu'à la fin du bloc dans lequel elle est définie. Et donc certains d'entre vous pourraient me dire que ce message ne serait pas accessible en dehors du if. Ça c'est peut-être vrai dans les autres langages, mais ce n'est pas vrai en Python. En Python, quand je déclare une variable comme ça, quel que soit le niveau de bloc dans lequel je suis, cette variable est visible dans tout mon script. Il y a un seul cas où ce ne sera pas vrai, c'est le cas où vous êtes dans une fonction ou dans une méthode. Dans ce cas-là, c'est une variable locale à la fonction ou à la méthode, elle n'est visible que dans la méthode ou la fonction. Mais en tout cas, ça, du point de vue de Python, c'est légal. Bon, si certains d'entre vous sont gênés, au pire, vous pouvez déclarer la variable initialement et lui donner, pourquoi pas, une première valeur initiale. Mais en tout cas, ce n'est pas requis en Python. Regardez, je teste mon programme. Alors, autant pour moi, c'est celui-là que je veux démarrer. Voilà, et donc, vous avez vu, on a une grande valeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi afficher la valeur quand même, histoire qu'on sache où on en est. Voilà, j'affiche la valeur et le message. Bon, 9, c'est une grande valeur. 3, c'est une petite valeur. Et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois que je relance mon programme, à chaque fois, les messages semblent être en cohérence, et donc j'ai bien à chaque fois calculé la bonne chaîne de caractères. Très bien. Bon, et bien, ça, je pourrais être amené à l'écrire différemment. Là, ce que j'ai sous la main, c'est ce qu'on appelle l'instruction conditionnelle. D'accord ? J'ai mis ici ma condition, et en fonction de l'évaluation de cette condition, j'exécute ça ou j'exécute ça. Dans les deux cas, ça a déclaré une variable. Regardez, je vais commenter ce bloc. Vous vous rappelez, en faisant CTRL/, ça commente automatiquement mes lignes de code. Et ce que j'aurais pu faire ici, c'est message égal. Donc là, je suis en train de déclarer une variable. D'accord ? Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser l'opérateur conditionnel. Regardez, je reviens là dans un navigateur. Si vous tapez Python conditional operator, vous verrez, ça répond. Et donc, c'est quoi un opérateur conditionnel ? C'est un opérateur qui permet d'évaluer une valeur ou une autre en fonction d'une condition. Selon les langages de programmation, ça porte certains noms. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de C ou de C++ ou de Java. Certains d'entre vous connaissent peut-être le point d'interrogation 2 points, qui est l'opérateur conditionnel dans ces langages-là. La réponse est oui, en Python, on a la même chose. Ça utilise cette syntaxe-là. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose auquel vous avez le droit. Bon, regardez, ici, j'ai droit de dire quoi ? J'ai droit de dire petite valeur. If. Alors, on voit bien que le if ici est reconnu en tant que mot-clé, mais là, ce n'est plus une instruction, c'est un opérateur, et donc ça va calculer un résultat. Soit ce résultat-là, si quoi ? Si ma valeur
est inférieur à 5, else, une autre valeur, à savoir grande valeur. Ça fait la même chose que ça. Et personnellement, je trouve que ça se lit bien. Regardez, message, il vaudra quoi? Il vaudra petite valeur si value est inférieur à 5, sinon grande valeur. On va tester. Effectivement, 3, c'est bien une petite valeur, je relance. 7, c'est une grande valeur, et ainsi de suite. Le programme semble correctement fonctionner. Là, au passage, j'ai bien mis une infériorité stricte. Donc 5, c'est bien une grande valeur. Ça, c'est un cas d'utilisation des mots-clés if et else, mais cette fois-ci sous forme d'opérateur conditionnel. Ce n'est pas les seuls cas où on peut retrouver le mot-clé if. Il y a encore d'autres situations où on peut le retrouver. Et d'ailleurs, on en a vu certaines. Regardez, je vais reprendre ce fichier. CTRL-C, CTRL-V. Je l'appelle ifsample3. Voilà, et on va repartir sur un nouveau scénario. Pourquoi pas? J'ai une liste. Dans cette liste, j'ai 10, 20, 30, 40, 50. Pourquoi pas? Maintenant, je peux faire ça. Final égale. Et là, je peux utiliser la syntaxe des listes en compréhension. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a parlé dans le chapitre sur les listes. Et donc, une liste en compréhension, en gros, c'est une manière de construire une liste en ne fournissant pas un jeu de données, mais en fournissant à la place un algorithme, si vous voulez. Là, ce que je peux dire, c'est x, ou value, value fois 2, for value in original. À partir de là, je fais un print de original et je fais un print de final. Regardez, si je lance ce nouveau programme, effectivement, on a bien régénéré une nouvelle liste en multipliant par 2 toutes les valeurs de la liste originelle. D'accord? 10, 20, 30, 40, 50, là j'ai les x2. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu que dans ces listes en compréhension, on pouvait ici avoir le mot-clé if. Je peux faire if value supérieur ou égal, supérieur à 30. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, ça fait une condition, si vous voulez, ça va évaluer quelque chose. C'est pour ça qu'on a récupéré le mot-clé if. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt du filtrage qui va être fait. C'est-à-dire que je vais calculer les valeurs x2 parmi les valeurs de la collection, mais que et uniquement que à la condition que la valeur initiale soit bien supérieure à 30. Regardez, je relance le programme. J'ai combien de valeurs supérieures à 30? J'en ai plus que 2, 40 et 50. J'ai bien ici mes valeurs multipliées par 2. C'est vrai que dans ces contextes de liste en compréhension, on peut retrouver néanmoins le mot-clé if. Dans cette situation-là, le elif et le else ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas les utiliser, d'accord? Ça, c'est juste le filtrage. Donc, vous avez juste à donner la condition qui permet de filtrer vos données. Allez, puis j'ai envie de vous montrer un dernier cas où on peut retrouver un mot-clé if. C'est assez proche de ce que je vais vous montrer là, mais pour autant, c'est quand même assez différent. C'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle un générateur. Alors un générateur, c'est quoi? C'est être capable de faire une séquence de valeurs qu'on va pouvoir après traiter, d'accord? Mais via un algorithme, mais ça ne produit pas forcément une liste. Regardez, je reprends cette ligne-là, je vais aller dans un interpréteur interactif. Alors j'ai fait une petite bêtise. Ah oui, c'est normal. J'ai pas récupéré ma liste d'origine. Donc je mets ma liste d'origine, bien entendu. Je génère mon générateur. Regardez, G c'est quoi? C'est un objet de type générateur. Regardez, au pire, je peux faire type de générateur, de G. Et donc il me dit bien que c'est la classe générateur. Alors que si je récupère cette ligne-là, si je fais type de final, ça c'était une liste.
D'accord? Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la syntaxe qu'on utilise, d'accord, on n'a pas produit tout à fait exactement la même chose. On aurait pu croire que ça, c'était un tuple en compréhension, mais ce terme et cette possibilité n'existent pas dans le langage. D'accord? Par contre, on peut produire un générateur, c'est vrai que ça ressemble énormément, mais si j'avais voulu un tuple, au pire, je pouvais faire un tuple ici pour reconstruire, là je passais par le constructeur de tuple, pour reconstruire un tuple à partir de ce générateur. Ok? Bon. Je passe, mais donc là, ça c'est pas un tuple, hein. C'est un générateur, et en gros, un générateur, ben, je peux invoquer dessus une méthode next. Ça va m'extraire la première valeur. Ben, effectivement, vu l'algorithme, il n'y avait que 40 et 50 qui étaient sélectionnés. Bon, ben 40 fois 2, ça fait 80. Regardez, je refais un appel à next, ben là j'ai 100. Je refais un appel à next, bon ben là j'ai une exception parce qu'il n'y a plus rien à traiter, et donc ça m'a déclenché une exception de type stop iteration. Alors, pour info, hein, quand vous avez des méthodes comme ça qui commencent par un double underscore et qui se terminent par un double underscore, c'est que vous n'êtes pas censé les utiliser telles quelles. D'accord? Donc la question c'est, ok, et comment on est censé utiliser ça? Ben, la forme normale d'utilisation d'un générateur, moi j'ai plutôt envie de dire ce serait un for. For value in mon générateur, et pourquoi pas je fais un print de ma valeur. Bon, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, je le concède, mais là on produit une liste, là on produit un générateur. Dans cette syntaxe-là, notez encore une fois qu'on peut utiliser le mot-clé if, c'est un autre contexte d'utilisation de ce mot-clé. Bon, il y aurait encore un autre cas où on pourrait retrouver un if, en tout cas un cas qui me vient à l'esprit, c'est l'utilisation de l'instruction match. Mais ça, je vais en reparler dans le prochain tuto. Donc ben voilà qui clôt un petit peu ce que je voulais vous montrer sur ces mots-clés if, elif et else. Donc en synthèse, hein, on a l'instruction if qui peut utiliser ces trois mots-clés. D'accord, cette instruction permet de déclencher différentes sections de code en fonction de critères divers et variés. Après, on a l'opérateur conditionnel. Donc, on l'avait vu ici. Bon, là, ça permet d'évaluer une valeur en fonction d'une condition. Là, il n'y a pas de elif qui tiennent, on n'a que if et else. Et là, dans cette construction-là, les deux mots-clés sont obligatoires. Vous ne pouvez pas ne pas mettre de else. D'accord. Et puis on a vu que le if pouvait aussi être utilisé dans deux autres syntaxes, hein, soit la notion de liste en compréhension, soit la notion de générateur. Bon, voilà qui clôt tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que tout ça est bien clair. N'oubliez pas, si jamais vous voulez vous entraîner, si vous allez sur notre support, sur le site, d'accord, donc cours.fr, si vous allez dans la section Python, et plus précisément au niveau du tutoriel à ce niveau-là. Bon, vous retrouverez ici tous les chapitres du tutoriel. On est actuellement en train de parler de la gestion des conditions avec les mots-clés if, elif et else. D'accord, et vous retrouverez tout un ensemble de TP, hein, comme dans tous les précédents chapitres, avec lesquels vous allez pouvoir vous entraîner. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire tous les TP. Ce sera un très très bon exercice. Bon, en tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à repartager la vidéo, hein, ça m'aide beaucoup à faire connaître tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto sur l'instruction match case. Bye!